C'est pas spontané, il n'y a pas des hommes plus intelligents que d'autres qui disent ben moi, je ne vais pas me laisser déterminer, moi je vais prendre conscience de mes déterminations et me libérer. Non, si je le fais, c'est que j'ai laissé les plumes. C'est que je me suis heurté à un obstacle. Platon, fils de famille, promis un bel avenir politique, un petit aristocrate à Athènes, fils d'aristocrate, voilà. D'accord, il a sa carrière toute tracée, la politique, le pouvoir. D'accord, je vais exercer ça en Sicile. Il se fait mettre au fer, vendu comme esclave, parce que le mode de vie qu'il imposait à celui qu'il employait, dont il était le consultant, ça lui a déplu au tyran de, comment il s'appelait, Denis, de Syracuse. D'accord, c'est ce traumatisme qui fait que Platon, tout d'un coup, et je suis toujours à la 7e lettre qu'il écrit au sien, et tandis que mes regards restaient encore tournés vers la politique, j'ai été comme contraint de me détourner vers la philosophie. La philosophie fille de la crise. Donc c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas spontané. C'est là que je suis quand même assez matérialiste. Pas au sens courant. Je suis stupéfait de voir que la plupart du temps dans les médias, matérialiste, ça veut dire un mec qui n'aspire qu'à des fins primaires. C'est extraordinaire. Non, la musique de Mozart, je ne l'aurais jamais connue, c'est pas des vibrations dans l'air. Hein. Je veux dire, il y a des conditions matérielles, y compris pour ce qui nous paraît le plus éthéré. Qu'est-ce que je vous dise, hein? Et même un parfum énamouré de printemps dans l'air tiède du mois de mai, tout ça est très matériel quand même. Bon, de toute façon, je dis ça pour ceux qui parlent de grossièrement matérialiste. Moi j'ai dit qu'il n'y a rien de plus fin que certaines matières. Le riche parfum des roses embaumait l'atelier, c'est comme ça que commence le portrait de Dorian Gray. Donc voilà, je réponds à ça. La philosophie elle-même est fille de la crise. Il y a une détermination à tout d'un coup vouloir échapper à cette détermination. C'est pour ça que la crise de nerfs, la rage de dents, la crise du Moyen-Orient, la crise des Balkans qui a déclenché la guerre de 14, là, quand on emploie le mot crise, c'est que c'est la totalité et non pas une partie qui est affectée. Le matin à 6h, je vais rire, mais enfin quelque part je me rattrape en prenant un pot avec des copains après. Ouais. Tandis que la crise, c'est quand je ne peux plus continuer comme avant. Comme ceux qui vont, je sais pas, vont voir un psy parce qu'ils s'en sortent pas dans la dépression ou un truc comme ça. Là, il y a crise de la totalité de la personne qui est affectée. Est-ce qu'il n'y a pas en dehors de la détermination praxique, hein, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on puisse prendre conscience, comme dit Spinoza, hein, si je prends conscience des causes qui me déterminent, je m'en libère d'autant, sans être jamais chez Spinoza tout à fait libre, mais ça... Il n'y a que vraiment le naïf qui pense à une liberté absolue. Parce que je rappelle ici que c'est toujours la liberté de faire quelque chose de déterminé qui compte. Je ne vais pas me lamenter que je n'ai pas ma résidence secondaire sur la planète Saturne. Je ne me suis jamais fixé comme but, donc ce n'est pas le fait que je ne puisse pas faire ça qui me désespère. Non, mais c'est important, je le rappelle au passage. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de liberté quand il y a des choses qui restent impossibles. Il y a des choses qui me sont impossibles ou que je suis indifférent, donc c'est pas ça qui me détermine. C'est par rapport à ce que je veux qu'il y a liberté ou pas liberté. Petit rappel important. Et je disais, oui, bien sûr, il y a des gens qui plus que d'autres, prennent conscience des causes qui les déterminent. C'est vrai. Mais pour ça, je l'ai dit de manière un peu familière, ils ont ramassé des coups. Ça veut dire qu'un événement s'est produit qui faisait une crise, qui faisait qu'ils n'ont plus pu se laisser aller au gré des déterminations qui les subjuguaient jusque-là. Ça peut être pour à l'école. Hein. À l'école, je quitte les jupons de ma mère. Il y a beaucoup de gamins qui pleurent en allant à l'école, et c'est normal. C'est une crise aussi, ça. Jusque-là, j'étais un petit dieu, on faisait un peu tout ce que je voulais. Là, je suis un peu anonyme dans une cour de récré, c'est pas évident. Hein, non, pour vous montrer le côté multiforme du mot crise, c'est pas nécessairement la crise c'est pas la guerre mondiale, hein. C'est pas la crise économique généralisée, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être le premier abandon amoureux grave. Avec qui prend tous les aspects de ce qu'on appelle le deuil par ailleurs. Vous voyez, comme un deuil dont on a du mal à se remettre. Vous avez tous essayé de consoler des potes, etc., qui se retrouvaient incapables de gérer ce qu'on appelle un désamour. Hein? Tout ça, c'est des moments de crise qui font que, ou bien on y laisse la peau, ou bien, comme disait
Goethe, stirb und werden, meurt et devient. Devient, c'est-à-dire change aussi, hein. Plus que pour Freud, son disciple Otto Rank, R-A-N-K, un des plus doués d'après Freud, même si Freud a toujours eu des désaccords avec ses disciples, mais ça fait partie de... Le parricide fait partie de l'histoire de la pensée. Socrate exécute Parménide, Aristote exécute Platon, Kant exécute Descartes, Descartes exécute Aristote, Hegel exécute Kant, Marx exécute Hegel, le jeune Marx. Donc quelque part, le parricide, si vous voulez faire votre thèse là-dessus, c'est intéressant. Il y a toujours la apparition de philosophie, le meurtre du père. Mais oui, effectivement, Otto Rank, lui, a écrit, c'est son titre le plus célèbre, Le traumatisme de la naissance. Là, c'est intéressant parce que tu me ramènes à la répétition. Ce n'était pas mon sujet, hein, mais je l'aborde un peu plus loin, mais à la répétition. Quelque part, quand il y a l'abandon amoureux, je reprends mes exemples, quand il y a une grave maladie physique, quand il y a un deuil, une personne très proche qui disparaît, qu'on est très attaché, le plus souvent de la famille, mais ça peut être aussi une personne étrangère à la famille, et ainsi de suite, un changement complet de connexion, un changement de conditions géographiques, un exil, etc. N'exilons pas, l'exil est impie, hein, le vers de Hugo. Et quand c'était quelque chose, quand il était dans l'île de Guernesey, quand il représentait, il incarnait pour tout le peuple de France l'opposition là-bas dans son île. Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne, plein souffle du corps, je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore, hein. C'est l'admirable chute du poème Le Cygne de Baudelaire où il fait, c'est rarissime allusion à Hugo qui n'aimait pas beaucoup, mais là lui rend hommage. Tout ça, c'est des situations où je perds mon identité de départ. Quelque part, d'accord, et qui peuvent avoir une vertu éducative, d'accord, mais pour ça, il faut quand même que je sois chassé de mon absence de pensée première, d'accord. C'est vrai que la pensée suppose une inquiétude. Si je peux tout faire par instinct, qu'est-ce que je vais m'emmerder à penser? Regardez comment on conduit bien quand on ne se dit pas, là maintenant je vais passer la 3e vitesse parce qu'il y a un camion qui déboule et là il y a un stop donc je vais glisser mon pied droit sur le frein. Non, tu conduis bien quand ces actes-là sont intégrés, quand tu n'y penses plus. Quand ils sont devenus des réflexes, pas au sens physiologique, mais enfin au sens psychologique. Donc là tu as raison. D'accord ? Mais tout d'un coup tu es recontraint à penser lorsque ça ne marche plus. Lorsque ça ne va plus de soi. Et donc l'homme, c'est ça. C'est proprement anthropologique de sortir de l'œuf. L'œuf, c'est l'être, hein, je repense à Heidegger tout à l'heure, qui n'en sort jamais. D'accord ? Le propre de l'homme, en termes heideggeriens de l'étang, c'est précisément de sortir. Hein, pour une fois que je cite de Heidegger, d'être le außer sich sein, l'être en dehors de soi. Hein, parce que l'allemand permet d'agglutiner toutes les notions comme ça, ou l'être jeté dans le monde, geworfen, Einwurf, l'être jeté dans le monde. Ben oui, donc ça c'est pour répondre à ce que tu dis de la naissance. Nous sommes tous des êtres jetés dans le monde. Enfin, l'homme n'est pas le seul à... Tous les mammifères accouchent et c'est pas toujours une partie de plaisir. C'est même très rarement. Oui, sauf que c'est spécialement pénible chez l'homme, ça a été étudié. Tu enfanteras dans la douleur. Vous voyez comme la théologie est sérieuse. Alors qu'on voit pas des tas d'animaux accoucher comme une lettre à la poste. C'est pas le cas de l'homme. Je parle même pas des poissons qui pondent 200 000 œufs en quelques secondes. Pour prendre un autre extrême. Mais ça a été étudié, le passage à la station bipède en rétrécissant les eaux du bassin, je veux dire, a fait une catastrophe obstétrique dans l'évolution. Il n'y a pas une providence dans l'évolution. Hein, il y a des avantages à être bipède, il y a des inconvénients. D'accord ? Regardez, les quelques singes qui de temps en temps se dressent sur leurs 2 pattes pour être bipèdes quelques secondes, dès qu'ils ont un danger, une peur, ils se remettent à 4 pattes, regardez un chimpanzé, dès qu'il y a un danger pour courir, il se met à 4 pattes. Il sait bien qu'il ira beaucoup plus vite que sur 2 pattes.
Donc voilà, je veux dire, la naissance est traumatique spécialement dans l'espèce humaine, et, j'allais dire, excusez-moi, tant mieux. Sinon, on serait une espèce animale parmi les autres. Tandis que là, cette naissance, le fait qu'on naisse avant terme, j'ajoute une détermination qui était implicite que maintenant j'explicite, le fait qu'on soit des prématurés génériques, ça c'est pas moi qui le dis, c'est physiologique. Regardez la fontanelle chez le bébé montre que c'était pas fini, on est né un peu tôt, à cause de précisément de cette catastrophe obstétrique, fait qu'il faut une prothèse, une relève culturelle par rapport à la donnée naturelle. Et c'est là qu'on comprend mieux toute l'histoire enfin, toute la dimension historique de l'anthropologie, ou la dimension anthropologique, si vous préférez, de l'histoire. Parce qu'il y a une évolution des espèces animales, hein, l'histoire naturelle, mais c'est une métaphore. L'histoire proprement dite n'existe que chez l'homme, précisément, on voit bien pourquoi. Parce que là, tout d'un coup, je veux dire, s'il n'y a pas quelque chose que l'homme se donne à lui-même, qui n'est pas donné ni par la nature ni par Dieu, les deux extrêmes, le matérialisme naturaliste et le surnaturalisme religieux, entre les deux, il y a le point de vue anthropologique qui n'est ni théologique ni naturaliste. Ce n'est pas la nature qui fait l'homme, comme elle fait l'ours blanc ou le blaireau. Ce n'est pas Dieu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Et qui du coup fait Dieu au passage. Et la nature. Et la nature, bravo. Il ne fait pas la matière, parce que non, on serait idéaliste. Hein, mais c'est parce qu'il est sorti de la nature qu'il peut désigner un nouveau concept. La nature, c'est voilà, ce que serait le monde si je n'étais pas intervenu. Il y a quelqu'un qui incarne parfaitement toutes les problématiques qu'on vient de soulever et qui les résout bien, c'est Rousseau. Ah oui, Rousseau, dans l'île Saint-Pierre, il est dans le développement personnel comme personne ne l'a jamais été. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Alors là, on a l'opposé de ce que disait Philippe. Là, on est dans plus que la méditation. C'est carrément l'extase personnelle. On n'a plus besoin ni de la cité, ni de la société. Voilà, on n'a plus de désir, on n'a plus de transcendance. Tel que c'est là, c'est un peu comme ce que Faust demande à Méphistophélès, c'est que le diable lui-même, malgré toute sa puissance, n'arrive pas à lui donner. C'est-à-dire un instant où il est tellement bien qu'il puisse dire à l'instant « Verweile da, du bist so schön, reste, tu es si beau ». Non, mais comme nous a bien montré Pascal, mieux que personne d'autre, je veux dire, même le plus grand des bonheurs, je vous sers le plat que vous préférez en cuisine, si je vous sers tous les jours, il finit par vous débecter, je veux dire, au bout d'un certain temps, plus ou moins rapide pour chacun. Donc, comment Rousseau en arrive là? C'est que lorsqu'il est à l'île Saint-Pierre, dans l'acte de Bienne, tel qu'il raconte dans la 5e monade, il dit lui-même, c'est parce que on l'avait condamné à vivre dans cette île. Un individu qui ne peut plus rien faire d'utile ni pour soi ni pour les autres peut trouver dans cette condition des dédommagements que ni les hommes ni la fortune ne lui sauraient ôter. En dehors de la société, l'homme a le droit de vivre comme il lui plaît. Mais je le cite mot pour mot, mais dans la société où il vit nécessairement, ça c'est du Marx, aux dépens de ses semblables, non pas par accident, non pas parce que moi je suis un exploiteur, où il vit nécessairement. À chaque instant, nous consommons de l'humain. En jouant du piano, je consomme le travail de ceux qui l'ont conçu et qui l'ont fabriqué. Où il vit nécessairement aux dépens de ses semblables, il leur doit en travail le prix de son entretien. Et non pas à rêvasser. Cela est sans exception, riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon, pour clore la citation de l'Émile, mais je reviens à celle de la 5e promenade. En dehors de la société, l'homme isolé, isola c'est une île en italien, a le droit de vivre comme il lui plaît. D'accord? Mais un infortuné qu'on a retranché du commerce des hommes, qu'on a forcé à vivre sur une île et ne pas en bouger sinon il reçoit un coup de mousquet, peut trouver, non pas doit, il ne le prescrit pas. Là, ça résout bien toutes nos positions. Donc il est ce que Philippe refusait dans la méditation et dans l'extase, mais parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Comme un dédommagement, c'est lui-même qui le dit, le mot. Ce n'est pas un idéal à prescrire, on n'est plus en politique là. C'est un effet de la politique, mais ce n'est plus du tout une qualité politique. Voilà. Plutôt que de l'ironiser, regardons la vérité de ces erreurs-là, qui sont très contemporaines. Qu'est-ce qui fait leur logique, si vous préférez? Il ne s'agit ni de rire ni de pleurer, comme dirait Spinoza, il s'agit de comprendre. Et il y a une vérité de l'erreur, c'est très hegelien. Complètement, bien sûr, ignorée de la part de ceux qui en sont l'objet.
L'homme est zoon politikon, faisons une axiomatique. L'homme est un animal social, politique, qui vit en société, etc. Si il est isolé, si le rapport à cette société, en période de malheur politique, s'il y a une crise du collectif, l'individu est en conscience malheureuse, première conséquence de la première affirmation. D'accord? Et pour s'évader de la conscience malheureuse, il va rêver le grand nord sauvage, l'île déserte, le désert. Ben oui. Ou le fond de l'Auvergne, peu importe, hein, je veux dire. Mais donc, je le schématise maintenant, je le formalise pour que ça, parce qu'on remue beaucoup de choses pour remettre de l'ordre. Et on revient au ternaire. Regardez bien. Je reviens à Rousseau. Il y a, point de départ, la mauvaise société dans laquelle nous apparaissons tous, la société de fait, pas celle de droit, celle de fait, celle où règne, pour parler en termes rousseauiens, la servitude et la domination. Oui, là, c'est pas valable pour Hegel, pour Marx, que Rousseau est le premier à poser. Rousseau est le Newton de la morale, disait Kant. C'est la mauvaise société. Et puis il y a la bonne société, celle qui est régie par le contrat. Ah mais dis donc, t'es binaire là. Et oui, mais c'est qu'on passe pas de la mauvaise à la bonne. Voyez, on retrouve toute notre discussion comme ça. Parce qu'il y en a des plus justes, plus intelligents que d'autres. Non. Il faut un détour, d'abord. Il faut s'évader de la mauvaise société quand elle devient supportable dans la nature. Là, je justifie. Sur lequel je ne peux pas ironiser. Il y a un moment, pourvu que ça reste un moment, un moyen terme, il faut passer par l'île Saint-Pierre pour penser le contrat social. C'est le moment de la méditation, mais pas de la méditation, il avait raison, Philippe de le critiquer, où je me suis fié à soi-même dans la méditation, en m'évadant définitivement de cette affreuse réalité qui n'est qu'une illusion, et ainsi de suite. Là, je suis dans la logique de la conscience plus malheureuse que la conscience de que faire de mieux dans l'immense misère de l'Inde, si ce n'est de retirer son épingle du jeu et de s'enfermer comme un fakir dans une espèce d'absence de douleur et de, comment il dit Hegel, d'inertie sans pensée. C'est mieux que la souffrance et la douleur. Mais enfin, je veux dire, proposer le négatif comme idéal de vie, c'est-à-dire ne n'avoir ni mal, ni haut, ni bas, on a demandé une fois au Bouddha. Qu'est-ce que c'est que le nirvana? Il a répondu, il n'y a ni haut, ni bas, il n'y a ni gauche, ni droite, il n'y a ni bien, ni mal. Ben oui, c'est ni. Il n'y a plus rien. Voilà. Bref, pour enlever la rage des dents, on peut aussi enlever toutes les dents. Donc je reviens à des choses plus sérieuses, je n'ironise pas, je dis qu'il y a un moment nécessaire où il faut jouer la révolte, le refus, la négation du monde social, du monde... Il y a un moment nécessaire, qu'on voit très bien chez Rimbaud, chez le jeune Rimbaud, pardon, quand je dis le jeune, hein, chez lui il est toujours jeune, mais celui de la saison en enfer, celui dont il dit à la fin de son enfer, quelle bêtise c'était. N'est-ce pas? Oui, le moment de la révolte qui n'est pas encore celui de la révolution. Vous voyez comme on est précis maintenant. C'est même une vertu, quelque part, une force de pouvoir s'isoler, hein, plutôt que de rester à tout prix dans cette société, fût-elle injuste, à n'importe quel prix, en payant le prix qu'elle demande. C'est-à-dire soit en regardant les jeux comme faisaient les Romains, hein, je veux dire, en regardant des gladiateurs se faire dévorer par des panthères en lambeaux, ou regarder les séries télévisées. Maintenant, c'est un peu la même chose, hein, je veux dire. Voilà. Donc, c'est bien de mettre entre parenthèses, comme ça, tout ce que me propose cette société pour retrouver mon propre contour, les conditions de ma propre liberté, mais ce n'est qu'un moment. Pour pouvoir, là, dans la solitude, penser le collectif. D'où, je tiens beaucoup à cette aphorisme du Hölderlin tardif, de celui qui est fou, mais quelle sagesse quand il écrit « C'est maintenant seulement que je vis loin de l'homme que je le comprends ». Lorsqu'il est enfermé dans sa folie et dans la tour, il dit « Maintenant seulement que je suis dans la solitude et loin de l'homme, je vis, je le comprends ». Je veux dire, si tu es seul avec tes frêles épaules, c'est pas un tu personnel, je veux dire, personne ne peut supporter à lui seul le problème du collectif. Si vous voulez que je parle en termes théologiques, ça veut dire que le Fils tout seul, c'est une crucifixion, il faut l'esprit, troisième terme. Il ne faut pas en rester là, il ne faut pas rester à la crucifixion, il faut l'esprit, c'est-à-dire aller prêcher dans toutes les nations, il faut le collectif.